C'était entre les mois d'avril et juin 1989. Un mouvement étudiant réclamait la démocratisation de la Chine sur une place célèbre, la place Tiananmen. Et ce mouvement était réprimé dans le sang par le régime. C'est ce qu'on a appelé le printemps de Pékin, qui s'est achevé avec cette répression jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un témoin, mais aussi un protagoniste de ce printemps de Pékin que nous recevons à Mediapart aujourd'hui. Il s'agit de Lun Zhang, qui est aujourd'hui professeur de sociologie, qui vit en France et dont le récit a nourri cette bande dessinée Tiananmen 1989, Nos espoirs brisés. Alors bonjour Lun Zhang. Bonjour. C'est un récit personnel qui est un petit peu transformé, un peu fictionnalisé, si je peux me permettre ce terme. Et ce récit, c'est celui non pas d'un étudiant, mais d'un jeune professeur qui prend part à ce mouvement. Et c'est aussi un récit qui laisse de la place à l'analyse. C'est assez présent quand même dans la bande dessinée, même si tout le côté esthétique est bien présent. Et peut-être on peut commencer par là. Ce qui est bien rendu dans la bande dessinée, sur lequel vous insistez dans la postface, c'est que c'est pas un mouvement révolutionnaire, vous le qualifiez pas comme tel, mais vous dites non, nous, on poussait plutôt le camp réformateur qu'il y avait au sein du régime. Vous avez parfaitement raison. C'est aussi, pour plusieurs raisons. C'est une des raisons pour laquelle je voulais sortir cette bande dessinée. C'est parce qu'en Occident, depuis toutes ces années, on a une vision de ce mouvement un peu erronée. Beaucoup de gens, vous êtes participant à la révolte, de la révolution de 89. Je dis que oui ou non. D'abord, non, c'est parce que ce mouvement est né de des années de réformes. Tout le monde a profité des fruits positifs de la réforme. C'est comme une grande réaction contre les 10 ans de la révolution culturelle, de la période totalitaire de Moïse tellement dure, où personne ne dispose de liberté. Donc, des années 80, tout le monde a été plutôt content de la réforme. Mais en même temps, les réformes économiques. Voilà. Il n'y a pas simplement... On a mis aussi certaines réformes, premiers signes, mesures de réforme même politique, etc. Mais dans l'ensemble, c'est encore verrouillé. Et donc, il y a ce camp conservateur, réformateur s'affondent, la réforme n'avance plus vers la fin de 80, et en même temps a émergé pas mal de phénomènes néfastes, négatifs de la réforme, la corruption, etc. Et donc, les étudiants, les réformateurs, les intellectuels, même les citadins voulaient que la réforme progresse, continue, mais simplement une réforme plus complète. Et donc, c'est partie de ce bon de volonté que les étudiants descendent dans la rue pour essayer de donner la pression au gouvernement, aux partis, aussi, surtout cibler les conservateurs pour essayer de faire progresser, débloquer la réforme pour avoir une réforme plus complète, en accompagnant la réforme économique, en même temps des mesures politiques permettant à la Chine, aux Chinois, d'avoir plus de liberté, plus d'espace libre. Et donc, à l'origine, ce n'est pas un mouvement révolutionnaire qui visant tout de suite à faire tomber le régime, même si, j'insiste, que certaines personnes comme moi, qu'on avait déjà cet idéal, tôt ou tard, on va se débarrasser de ce parti pour faire une démocratie en Chine, mais de manière progressive, pacifique, tant que le régime voulait faire encore la réforme. D'accord. Alors, ce qui est bien rendu d'ailleurs dans la bande dessinée, qui est très intéressant, c'est que vous montrez bien que ce mouvement, il ne surgit pas de nulle part. On a parfois l'impression dans les commémorations, tiens, tout le monde va sur la place. Bon. Et en réalité, vous montrez bien d'ailleurs une des premières planches, on va avoir défilé des planches pendant qu'on se parle, c'est 1985 et vous décrivez une ambiance d'ébullition intellectuelle dans Pékin. Moi, j'avais quand même une question. Est-ce que c'était réservé au monde étudiant à Pékin ou est-ce que ça se retrouvait quand même dans d'autres grandes villes du pays, dans d'autres secteurs de la société? Vous savez que cette grande libéralisation des années 80 ne se limite pas à la vie intellectuelle. C'est l'ensemble. Et même la réforme commence par quoi?
commence par cette libéralisation à la campagne des paysans réduits complètement en esclaves modernes par ce système de communes populaires. Les paysans disposaient aucune liberté. Qu'est-ce que tu veux planter de tout le monde encadré? On l'appelle à l'époque de brigade de production. Le village même, ça n'existe plus, ça s'appelle brigade de production. Vous voyez le thème même. Bon, et on a cassé par la volonté des paysans, hein, vraiment volonté des paysans. Au début, ce n'était pas la politique du régime, c'est la volonté des paysans qui ont spontanément redistribué la terre. Donc, ça prend l'ampleur immense de ce mouvement de libération à la campagne. Donc, ça redynamisé l'agriculture et jeté la base pour la réforme la chinoise. La réforme commence par la campagne. Et donc, pour vous dire que c'est l'ensemble de ces mouvements, bien sûr, avec des décrets différents, avec des actions, des activités différentes, mais l'ensemble de la libéralisation, c'était le grand vent des années 80 comme une contre-réaction, comme je viens de vous dire, contre la période maoïste totalitaire. Alors d'ailleurs, vous expliquez que les origines du mouvement Tiananmen, c'est pour rendre hommage, mieux que le régime ne l'a fait, à Hu Yaobang, alors je m'excuse pour la prononciation, mais qui était quelqu'un du camp réformateur qui est mort et auquel que le régime a vraiment passé ça sous silence, quoi. Il a pas rendu un hommage digne de ce nom, quoi. Ça part de là, en fait. Et c'est une figure qui est très jeune, qui s'est engagée à l'âge de 13 ans ou 15 ans, s'est engagée dans le Parti communiste à travers de longues marches, la guerre, jusqu'au plus haut poste du sommet. Mais c'est quelqu'un qui a subi aussi beaucoup tout au long de sa carrière au sein du parti, très maltraité. Vous savez que dans tous ces genres de mouvements communistes, il y a toujours le buse, toujours le conflit sanglant. Donc, et c'est plutôt par son propre expérience se forme certaines idées démocratiques concernant les droits de l'homme, etc. Maintenant, on sait que même il a parlé avec les amis, même au milieu des années 80, en disant qu'un jour, tôt ou tard, il faut qu'on ait une élection libre, directe en Chine. Vous imaginez. Donc, c'est grâce à tous ces réformateurs et que la Chine progresse pendant toutes ces années. Deng Xiaoping, on a lui attribué quelques titres, peut-être pas tout à fait toujours mérités, mais il joue un rôle important. C'est quoi? Il joue un rôle comme arbitre, comme entre les deux camps, conservateurs, réformateurs. Il a le penchant plutôt le réformateur, mais surtout dans le domaine économique. Mais il joue toujours ces deux. Mais M. Hu Yaobang, c'est quelqu'un très humaniste. Il y a la pensée démocratique, essaie de protéger les intellectuels libéraux, mais donc, c'est aussi pour cette raison qu'il est devenu l'ennemi juré des conservateurs. Et 86, suite une manifestation des étudiants, les conservateurs se servent de cette raison, pousser Deng l'écarter du pouvoir. Du coup, les étudiants se sentent beaucoup coupables vis-à-vis son destin. Donc, une fois il est décédé, ça devient un déclencheur du mouvement. D'accord. Alors, on va voir des nouvelles planches. Vous restituez l'ambiance aussi du mouvement sur la place. Alors, je ne sais pas à quel point ça change par rapport à la réalité, mais en tout cas, le héros de la bande dessinée, il a un rôle très important dans la gestion du camp. Et alors, ce qui est fou, c'est que vous montrez que ça ne s'arrête jamais, quoi. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe et les protagonistes ne dorment quasiment plus, quoi. Et il y a quelque chose de très physique dans cet engagement, très jusqu'au boutiste, qui est assez impressionnant. Bien sûr, c'est un mouvement, je pense que c'est le plus grand mouvement de protestation de masse dans la rue de manière organisée spontanément. C'est pas organisé, manipulé par le régime. Vous savez que cette rue, cette boulevard en Chine, depuis 30 ans de régime Mao, très grise, ça ne se passe pas grand-chose, mais de temps en temps, ça passe des manifestations de grande masse, soit
se manipuler organisés par le parti pour applaudir la nouvelle directive de Mao, comme l'image de Corée du Nord, soit les manifestations organisées par le parti anti-américaine, etc. Mais on n'a jamais eu ce genre d'organisation de manifestations spontanées, de masse. Autonome du parti. Voilà, autonome du parti. 89, c'était le cas. Et donc, comme vous avez dit en justice, il y a ce côté très physique, cette présence de masse, et en même temps, il y a de joie, il y a de l'espoir, il y a ce désir, volonté de liberté, et c'est très, très fortement présent. Mais le problème, c'est que c'est deux protagonistes. Il y a des manifestants, il y a aussi le pouvoir. Mais au sein du pouvoir, il y a aussi des conservateurs, réformateurs. Du coup, ça rend les choses très difficiles. Donc, le régime ne voulait pas cède à quoi que ce soit aux revendications des étudiants, surtout à l'époque de 85 ans, hyper sensible à son autorité. Il voyait tous les signaux comme des complots pour... il est vraiment dessiné comme un vieux monsieur, un Deng Xiaoping. Il était un vieux monsieur, il a 85 ans, vous voyez. C'est une des raisons psychologiques que les étudiants en ont marre, parce que comment, dans une période de libéralisation, on est toujours dirigé par un vieillard, un poignet de vieillards, tous 85 ans, 87 ans, etc. Vous imaginez. Et là, ça pose des problèmes. Et donc, on ne répond pas la moindre revendication des étudiants. Dans ce mouvement, ce qui est intéressant, c'est que vous montrez bien qu'il y a quand même des tensions. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'occupation se prolonge, vous décrivez des tensions entre certains intellectuels, certains étudiants radicaux, qui sont menés par une figure féminine d'ailleurs. Et donc, où avaient lieu les débats entre les protagonistes? Est-ce que ça se faisait sur la place? Est-ce que c'était des conciliabules en dehors? Comment ça C'est les deux. Vous savez que la France vient de traverser aussi une phase de manifestation interne. Bien sûr, c'est incomparable, mais il y a certaines choses, on peut l'analyser sociologiquement parlant, c'est que pour l'action collective de masse, si on n'a pas d'organisation d'avance, parfois ça pose toujours problème. C'est dans ce sens-là dont je parle. C'est parce que dans ce cas-là, c'est souvent le voie parfois le plus radical qui a le plus de poids. Mais en même temps, pour mieux trouver un issue, pour avoir le résultat positif pour tout le monde, et parfois, il faut des organisations, il faut un compromis, tout ça. Et donc, le paradoxal pour un pays comme la Chine, à l'époque, c'est que c'était un régime totalitaire. Le régime n'autorise le moins l'existence possible des organisations indépendantes. Le problème, c'est que la société a toujours sa besoin de s'exprimer, surtout avec l'avancée de la modernisation, les intérêts sont différenciés, les opinions sont différenciées, et donc, quand le mécontentement s'accumule, ça se produit, éclate ce genre de mouvement, et du coup, comment organiser, et donc le pouvoir face ce genre de mouvement, est un peu désarmé aussi. Et donc, il ne peut que avancer cette logique de répression. Parce que, regardez bien, dans le pays de transition, quel que soit dans le pays de l'Est, aussi dans le printemps arabe, plus ou moins les difficultés, plus ou moins liées avec ce phénomène. C'est justement pour ce genre de mouvement soit constructif, donner de l'énergie à la société, renouveler l'institution. Il faut des organisations. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas en 89. Même sur le coup, on essaye de monter des organisations pour mieux coordonner les mouvements, les actions, mais vous savez, c'est souvent dans ce genre de circonstances un peu avec le pied levé, c'est pas toujours évident d'installer cette autorité, cette légitimité pour mieux coordonner. C'est une raison,
qui crée pas mal de problèmes après. Et mais du coup, ce que vous dites, c'est que ce défaut d'organisation face à ce pouvoir sourd, effectivement, une société des gens qui sont pas habitués, pas autorisés d'habitude à s'organiser, donc il y a beaucoup de friction, et que le mouvement petit à petit s'étiole, en fait. Il y a moins de gens sur la place, que petit à petit les gens s'en vont. Et en fait, c'est ça que j'avais personnellement pas du tout en tête, c'est qu'au moment où la répression s'abat, voilà, on envoie les chars, eh bien, le mouvement était en train de se déliter. À la limite, si je vous ai bien compris, le pouvoir aurait pu laisser le mouvement presque mourir de lui-même. Et en fait, il fait le choix quand même du bain de sang. Tout à fait. C'est aussi pour cette raison, depuis tous ces temps, on a compris une chose, 89 n'était pas forcément se terminer dans le bain de sang. Parce qu'il faut se rappeler, ce mouvement durait presque 54 jours. Et donc, il y a avec plusieurs phases. La dernière phase, c'est à partir du 13 mai, avec les 3000 étudiants de grévistes, de faire de grève de faim, faisaient de grève de faim. Après, il y a la loi martiale tombée, mais petit à petit, dizaines de jours après, ce mouvement se décompose un peu sur la place, on entre dans l'impasse. Voilà. Si le régime laissait ce mouvement continuer de cette manière, je pense que dans 1 ou 2 semaines, ça pourrait se finir, spontanément. Mais pourquoi le régime menait cette répression? Une explication, je pense que c'est lié toujours au conflit de pouvoir, au sommet de pouvoir. Parce que une façon de régler régler le compte. En même temps, il faut provoquer quelque chose plus grave pour justifier le limoge de Zhao Ziyang, le secrétaire général du parti, en même temps faire la buse au sein du pouvoir après la répression, en même temps faire un nettoyage selon la volonté du parti pour l'ensemble de la société. Et c'est pour cette raison, je pense qu'ils ont mené de ce répression. D'ailleurs, à l'époque, si vous savez, on a fait venir presque 500 000 soldats. Vous ne pouvez pas imaginer comment on a besoin de telle armée pour régler ce genre de choses. D'ailleurs, on a amené tous l'armée lourde, de missiles, de tout. C'est justement parce qu'on va mettre une structure de surveillance l'un contre l'autre pour que ça ne soit pas un push militaire se produise. Et ça, vous voyez, c'est c'est un push. C'est une logique de lutte de pouvoir que Deng Xiaoping a mis en œuvre. Alors, j'avais quand même une question là-dessus, c'est-à-dire que le dispositif scénaristique de la bande dessinée, on va le voir à travers chaque acte, parce que donc la BD est découpée en différents actes, et on voit le narrateur qui est au milieu d'une scène de théâtre, en fait, et qui fait écho au fait que Tiananmen serait le théâtre d'une tragédie. Sauf qu'une tragédie, c'est un genre dans lequel les personnages, quoi qu'ils fassent, n'échappent pas à leur sort funeste. Est-ce que vous pensez qu'avec le recul, que Tiananmen, c'était vraiment une tragédie, qu'en fait, quoi que les étudiants aient fait, ce serait forcément terminé comme ça? Je ne pense pas. Je ne suis jamais un déterministe historique. Je pense que au moment des moments charnières historiques importants, les acteurs ont toujours des choix différents. Mais comme vous savez que parmi les économistes américains, il y a cette tendance de path dependence. Le chemin dépend de comment le choix, cette théorie maintenant appliquée aussi dans les autres. Chaque choix qu'on fait nous enferme petit à petit. Voilà, tout le temps. Il est difficile de revenir en arrière. Ou voilà, emmener une autre choix de ça. Et donc, 89 n'est pas forcément de ce genre. À tout moment, comme cet art, tous ces arts, toutes ces phrases différentes du mouvement, à tout moment, on peut avoir la possibilité par la suite d'une autre issue. Voilà. C'est ça que Mais une fois que je dis ça, mais c'est vrai, il y a certaines structures, certaines de forces, l'état de force, parfois, ça peut conduire à certains
scénario qu'on ne souhaite pas. Par exemple, si les étudiants à ce moment-là, certains étudiants ont accepté cette idée de se retirer de place Tiananmen. C'est ce qu'on voulait faire à ce moment-là, y compris moi. Hein. On essaie de faire les jeunes intellectuels un peu plus expérimentés que les étudiants. On essaie de retirer de place. C'est possible. Encore avoir des répression, oppression, sous tout tas de genres différents, arrestation de leaders, tout un chose. Mais le pain de sang, les morts pourraient parfaitement être évités. Voilà, c'est ça que pour vous dire. Donc l'histoire se déroule toujours de manière parfois plus ou moins imprévisible. Alors l'album s'achève sur votre fuite. Hein. D'ailleurs, c'est assez impressionnant. Vous dites que vous parcourez en clandestinité quasiment 1000 kilomètres. C'est énorme. Plus encore plus. Et votre salut, vous le trouvez à Hong Kong, qui à l'époque est encore sous la souveraineté britannique. Hein. La région n'est pas encore rétrocédée à la Chine. Du coup, forcément, on a envie de vous poser la question sur le regard que vous posez aujourd'hui sur la situation à Hong Kong, où il y a des révoltes de masse, justement. On a vu des photos très impressionnantes de la cité, avec beaucoup de gens et beaucoup de jeunes, notamment descendus dans la rue, à la base contre un projet de loi particulier, mais en fait la revendication s'est élargie à toute la crainte sur le recul des libertés de cette région qui conserve un statut spécial en Chine. Avant que je vous réponde à cette question, comment vous avez prononcé le mot de révolte, que je me rappelle une chose que j'aimerais bien profiter de cette occasion pour redire un mot. Comme au début, qu'on a parlé est-ce que la Chine, le 89, c'est une révolte, révolution, tout ça. Mais ce n'est pas un mouvement révolutionnaire au sens courant, mais en même temps, ce mouvement incarne une dimension révolutionnaire de quoi? De la culture politique chinoise. Vous savez que traditionnellement, cette culture politique chinoise, le paysan était très docile, mais vers la fin de la dynastie, quand on ne peut plus vivre bien, il y a des révoltes, il y a des sanglants de répression, après continue la guerre civile jusqu'à la fin d'une dynastie, après on rétablit la dynastie, etc. C'est un peu toujours un peu comme ça. Mais 89, c'est complètement différent. Ça, c'est dans le bon sens de la révolution, la culture politique, c'est que par la trêve de faim, par cette manière pacifique, les étudiants voulaient vraiment pour faire progresser la Chine avec une manière d'autodestruction de propre santé, pour essayer de progresser la Chine, mettre en avant des revendications politiques. Là, c'est quelque chose de révolutionnaire. Le Gandhi était notre idole à l'époque, notre référence. C'est vraiment condamnable, criminel de priser cette chance historique pour la Chine. On a un consensus pour faire progresser la Chine. Malheureusement, avec la répression, c'est cassé. Et donc, après la révolution, il n'y a plus de réformateurs, on a tout écarté. En même temps, tout le monde est devenu réformateur, même l'ancien conservateur, parce qu'ils savaient qu'à l'intérieur de ce mouvement, à l'extérieur, l'effondrement du bloc soviétique, bientôt on va fêter les 30 ans d'anniversaire, et seul moyenne de progresser un peu du point de vue économique, enrichissez-vous, la population, et on peut se maintenir au pouvoir. C'est comme ça, tout le monde a pris la conscience, c'est grâce à sacrifice et fait avancer un coup la Chine. Mais en même temps, tout le monde au sommet est devenu conservateur. C'est que tu ne touches pas à la politique. C'est là, ça crée ce modèle depuis 30 ans de développement en Chine, ce modèle de déséquilibre. Et d'un côté, il y a cette libération du champ économique de société grâce à le sacrifice de 89. Sinon, il n'y a pas cet espace libre gagné. Il n'y aura pas eu de développement depuis 30 ans en Chine. Mais en même temps, avec la fermeture de politique, donc ces déséquilibres créent énormément de problèmes
aujourd'hui en train d'émerger de plus en plus tous ces problèmes, la corruption, tout tas de choses, ces tensions permanentes en Chine. Et en ce qui concerne Hong Kong, justement aussi, c'est presque la même logique. C'est que les gens de Hong Kong voulaient tout faire pour préserver la liberté acquise. Sous les administrations britanniques, quoique on peut toujours critiquer une colonisation, mais Hong Kong, plus ou moins, c'est une colonie réussie, avec le prospère, profiter de cette conjoncture d'après-guerre. Surtout les Anglais, à part les trois démocraties, et les citoyens de Hong Kong bénéficient de toutes les libertés modernes. Ça, c'est il faut. D'ailleurs, maintenant, on sait que à certains moments, à partir des années 50, le gouvernement britannique voulait mettre en œuvre certaines démocratisations. Mais c'est Pékin qui donne le feu rouge en disant non, vous ne bougez pas la situation. Maintenant, les documents historiques en train de s'exposer, on sait depuis. Mais donc, et les gens de Hong Kong savaient que après la rétrocession, ça risque d'avoir des problèmes. Surtout beaucoup de gens de Hong Kong, ce sont des gens fuis de Chine continentale depuis l'installation du régime. Donc, ils se méfiaient beaucoup. Et donc, ils revendiquaient une démocratisation. C'est quoi? C'est d'avoir une démocratisation pour avoir des représentants élus par eux-mêmes comme un barrière pour pas faire contre cette pénétration de pouvoir, influence de pouvoir de Pékin. Mais malheureusement, ils n'ont pas obtenu depuis tous ces temps-là, malgré la promesse faite avant la rétrocession, finalement le Pékin sans cesse repoussé. Et donc le problème maintenant à Hong Kong, c'est pas simplement qu'on n'a pas gagné une démocratie à Hong Kong comme promis par le Pékin, mais maintenant les anciens trois acquis, les libertés en train de perdre. Ces dernières années, ça se voit très bien, liberté de presse, même certains policiers continentaux allaient sur le territoire de Hong Kong, enlever, arrêter des gens de cette manière. Et donc, bien sûr, ça c'est la dernière ligne rouge pour défendre la vie, le style de vie, la manière de vivre, la liberté pour Hong Kong est ébranlée. Du coup, ça explique la colère, bien sûr, c'est aussi un courage des Hongkongais pour descendre dans la rue. J'avais une dernière question sur le rapport, le lien que vous avez encore à la Chine, parce que les dernières planches sont assez émouvantes. On vous voit, vous voyez le rivage un peu s'éloigner quand vous prenez le bateau. Vous dites je le vois disparaître. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas retourner en Chine. Quel lien vous avez? Est-ce que c'est de la nostalgie? Est-ce que maintenant vous l'étudiez comme une société presque étrangère, ou est-ce qu'au contraire vous réussissez à garder des liens? Je vous dis une chose. D'une certaine manière, je n'ai jamais quitté la Chine. Pour le bien, pour le pire, si vous voulez. La tête toujours là-bas. En même temps, j'ai toujours un pied peut-être là-bas. Toutes ces années, grâce à tous ces moyens de communication modernes, grâce à tous ces échanges, je suis au courant en permanence de ce qui se passe en Chine. Je pense que je suis au courant de choses, plus de 99,9% des Chinois, même à l'intérieur de la Chine. En même temps, j'ai participé aussi à certaines actions en Chine, compte tenu de ma manière possible. Donc, je suis toujours un intellectuel chinois, français, à l'université chinois, français, toujours en cheval, en deux. Je continue mes observations, mes combats pour la Chine. Maintenant, ce n'est pas simplement dans l'intérêt des Chinois, de la Chine, et aussi dans l'intérêt de ce monde, en prenant compte le statut occupé actuel par la Chine, le destin de la Chine, des Chinois,
forcément lié intrinsèquement ce destin du monde. Donc, je sens une responsabilité peut-être particulière vis-à-vis de la Chine par rapport aux autres sinologues. Et en même temps, que j'en profitais aussi de cette occasion pour dire qu'il faut qu'on absolument prêter plus d'attention à ce qui se passe en Chine, comme ce qui se passe actuellement à Hong Kong, parce que tout se passe là-bas, il y a un impact ici. C'est là, c'est aussi pour cette raison j'ai publié cette bande dessinée. Parce que j'aimerais bien faire aussi passer le message, pas simplement pour commémorer 89, c'est vraiment important pour le présent, aussi pour l'avenir. Toutes ces revendications à l'époque, c'était quoi donc, cette lutte pour le moment, c'est important. En même temps, peut-être, il y a quelque chose d'utile dans cette bande dessinée pour les Français, pour les jeunes, pour leur dire que la démocratie, le droit de vote, etc., ce sont des choses sacrées, très difficiles à conquérir. Beaucoup de gens dans ce monde, peut-être toute leur vie, n'ont pas de ce genre de privilèges ou luxe, en quelque sorte. Voilà. Donc, il faut que les citoyens français, les jeunes, apprécient, essaient de le pratiquer, le défendre pour la France. Et que les droits se conquièrent toujours par la lutte, qui ne sont jamais vraiment octroyés. Merci beaucoup, Lun Sang, pour cet entretien. Et donc, je rappelle le titre de cette bande dessinée, Tiananmen 1989, Nos espoirs brisés. Et c'est publié par Seuil Delcourt. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous laisse découvrir sur le site Mediapart, sur notre chaîne YouTube, tous nos autres entretiens.